extrêmement utile. C'est un spécialiste mondialement reconnu du climat, du réchauffement climatique, et il lutte depuis maintenant plus de 20 ans, 30 ans, pour alerter l'opinion et pour faire en sorte que les principaux gouvernements mondiaux prennent les mesures adéquates. Pour mémoire, c'est lui qui a établi, hein, je parle sous votre contrôle, je ne vais pas dire une bêtise, mais avec Claude Lorius, le premier, le lien entre grâce aux carottes glaciaires des régions du Nord, le lien entre gaz carbonique, enfin, émissions de gaz, et réchauffement climatique. Donc ça, il a apporté des preuves concrètes de ce qu'un certain nombre de savants avaient déjà plus ou moins deviné ou établi. Et donc, il a joué un rôle décisif dans la prise de conscience, parce qu'à la fin des fins, les conclusions de la science ont fini par être adoptées, en tout cas verbalement, par la plupart des gouvernements du monde. Donc, je vais lui passer la parole, évidemment, en étant très, très intéressé de l'entendre, à la fois qui nous donne une idée de l'état des lieux. Est-ce que les efforts qui ont été faits jusqu'à présent sont suffisants? On sait que non. Et dans quelle mesure? Et puis, c'est quoi les grandes priorités? Qu'est-ce qu'on peut maintenant, dans les différents plans qui ont été présentés, qui sont très nombreux, y compris les nôtres d'ailleurs, puisqu'on a un programme de mesures qu'on a essayé d'élaborer. Qu'est-ce qui paraît le plus important, le prioritaire? Est-ce qu'on fait fausse route? Est-ce qu'on a raison, etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais vous donner la parole pour le temps que vous voulez, et puis après, on pourra faire une discussion. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Merci de m'avoir invité à cet échange petit déjeuner, mais personne n'a le café, là. Moi, je vais aller le chercher. Hein. Donc, oui, effectivement. Si, mais il n'y a pas les croissants. D'accord. Oui, effectivement, disons qu'avec Claude Lorius et son équipe, parce que Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola, Jean-Marc Chaplace, d'autres, c'était un travail d'équipe. Ce que nous avons montré, ce sont deux choses, qu'il y avait des variations de gaz à effet de serre dans le passé qui étaient, disons, qui illustraient ce rôle climatique des gaz à effet de serre, et aussi que jamais, alors disons, ça montrait clairement que les valeurs que nous avions à l'époque, déjà il y a 30 ans, des niveaux de gaz carbonique étaient largement supérieurs à ce que nous avions connu depuis au cours du dernier cycle glaciaire interglaciaire. Donc ça mettait vraiment en évidence, en tout cas, le rôle des activités humaines dans l'augmentation des gaz à effet de serre, et puis aussi, bien sûr, ce lien entre climat et effet de serre qui n'était alors pas très bien documenté. Quand on parlait de Mars, de Vénus, on parlait d'expériences de laboratoire, mais c'était vraiment très, disons, un résultat qui a d'ailleurs été confirmé sur 800 000 ans, ce lien entre climat et effet de serre dans le passé. Donc, c'est vrai que c'est ça qui m'a conduit. Moi, ce qui m'a intéressé dans ma carrière de chercheur, c'est vraiment ce en quoi les données du passé nous apportent des données pertinente vis-à-vis de l'évolution future de notre climat, sachant que l'évolution future de notre climat, nous ne pouvons la connaître, disons, nous ne pouvons la projeter, nous pouvons la prévoir, peut-être pas prévoir d'ailleurs, nous pouvons en avoir une idée de l'évolution qu'à partir de modèles climatiques. On n'a pas dans le passé, disons, d'analogue de ce vers quoi nous allons, même si nous avons eu dans le passé des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, quelquefois largement plus chaudes, ce n'était pas pour les mêmes raisons. Et donc, même si les gaz à effet de serre y étaient aussi pour partie. Voilà, donc il faut bien, je crois, avoir cette idée que le climat du futur, la façon de l'appréhender, ce sont des modèles climatiques. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'important pour moi. Donc, je m'intéresse au climat depuis, j'ai commencé ma thèse en 1968, hein, donc depuis les années 70. Quand on regarde dans les années 80, ce qui est important, eh bien, c'est que nous avions à l'époque, notre communauté au sens large, à l'ensemble, ces premiers modèles climatiques qui ont été publiés dans le premier rapport du GIEC en 1990. Et il est intéressant de constater que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que ces modèles envisageaient il y a 30 ans. Alors, envisageaient encore en termes de rythme de réchauffement. On est sur un réchauffement moyen de 0,2 degrés par décennie. C'est vraiment ce qui était envisagé.
Alors évidemment, le réchauffement climatique, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre. C'est vrai aussi pour l'amplification de ce réchauffement dans les régions dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. C'était déjà noté, mais disons cette amplification avait été vraiment prévue, je dirais. C'est vrai aussi pour l'accélération du niveau de la mer, de l'élévation du niveau de la mer. On était au XXe siècle à 1 à 2 mm par siècle. Par an, on en est maintenant à 3 à 4 mm, près de 4 mm par an, et avec ce constat eh bien, c'est lié à la fois à la dilatation de l'océan. Disons que l'océan se réchauffe, il se dilate, mais aussi largement à la fonte des glaces. Et puis, c'était aussi, disons, à partir des années 2000, cette idée que le réchauffement climatique s'accompagnerait d'une intensification des événements extrêmes, soit plus fréquents, soit plus intenses. Voilà. Et cette perception d'une intensification des événements extrêmes, elle est là. Alors, qu'est-ce que je veux dire à partir de cela? Eh bien, c'est que, en gros, il faut quand même accorder de la crédibilité à notre communauté scientifique. Disons que cette crédibilité, eh bien, disons que la communauté scientifique a été capable, à échéance de 30 ans, de prévoir correctement l'évolution du climat, de ces grandes caractéristiques. Et donc, il faut, je crois, accorder du crédit à ce que nous dit cette communauté scientifique, des modélisateurs du climat, horizon 2050, d'ici 30 ans et au-delà. Ce qu'ils nous disent est clair. Hein. Donc, eh bien, c'est que si nous ne faisons rien, nous allons vers un climat auquel on aurait beaucoup de mal à s'adapter, disons, sinon vraiment, dans certains cas, une impossibilité d'adaptation. 4 à 5 degrés de plus, ce sont des régions de la planète qui deviendraient invivables au sens que, eh bien, l'été, on ne pourrait pas y vivre normalement. Voilà, mais ça, c'est le cas où on ne ferait rien. Et à l'autre échelle, à l'autre bout du spectre, eh bien, si on veut, disons, garder pour les jeunes d'aujourd'hui un climat auquel ils n'auront pas trop de mal à s'adapter, alors le réchauffement est inéluctable, mais je crois qu'on peut souhaiter collectivement, c'est notre rôle tous, de souhaiter que bien, les jeunes d'aujourd'hui, alors dans la deuxième partie de ce siècle, est un climat auquel ils puissent s'adapter. Disons que d'ici 2050, nous aurons peut-être 1 degré de plus. Par exemple, dans notre pays, on est sur ce rythme de 3/10 de degré par décennie qui risque de s'accélérer. 1 degré de plus d'ici 2050 par rapport à aujourd'hui. On peut s'adapter. Mais les vraies difficultés, c'est vraiment pour la deuxième partie du siècle, mais c'est aujourd'hui que nous en décidons. Hein. C'est ça le message de la communauté scientifique. Le message de la communauté scientifique, il est que si... Alors, il y a un point important, c'est que disons, l'objectif qui a été défini dans l'accord de Paris, qui est de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés en moyenne planétaire, si possible 1,5 degré par rapport au prix industriel. Alors c'est du jargon, on a déjà pris largement 1 degré, disons limité si possible à 1,5 degré, voire 1 degré supplémentaire par rapport à la dernière décennie. Eh bien, c'est une décision politique. Hein. Disons, ce n'est pas la communauté scientifique qui, disons, a imposé ses objectifs. Ce que fait la communauté scientifique, largement à travers le GIEC, mais il y a aussi d'autres possibilités de s'exprimer, hein, eh bien, c'est de donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Et au vu des derniers rapports du GIEC, en particulier le rapport, disons, sur un climat à 1,5, eh bien, en gros, je dirais presque dans leur sagesse, eh bien, les décideurs politiques de cette planète ont souscrit collectivement et actuellement dans leur ensemble à un objectif, disons, que des mesures soient prises pour que, eh bien, justement, les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle et bien sûr au-delà. Hein. Donc, de limiter que des mesures soient prises pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. Ça, c'est une décision politique. Et une fois cette décision prise, ils se retournent vers la communauté scientifique
en gros, et disent à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des chances de respecter ces objectifs. D'abord, il y a quelque chose de bon sens pour que le climat puisque l'augmentation de l'effet de serre, c'est une augmentation du chauffage, en gros de la quantité d'énergie disponible pour assurer l'équilibre des différentes composantes du système climatique, hein, l'augmentation de l'effet de serre. Donc, disons de façon très, très simple, quasi évidente, je dirais, si on veut que le climat se stabilise, et ça prend du temps encore après que l'effet de serre se soit stabilisé, il faut effectivement que l'effet de serre arrête d'augmenter. C'est grosso modo ce qu'on appelle neutralité carbone, et le message des scientifiques est très clair. En gros, si on veut stabiliser le climat, il faut atteindre neutralité carbone. Il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter. Et quelques décennies après, le climat se stabilisera. Bon, ça dépend disons, c'est plus long pour l'océan, hein, c'est bien le problème. L'élévation du niveau de la mer se poursuivra. Là, je parle plus de l'atmosphère. Une fois qu'on a dit ça, nécessité de neutralité carbone pour stabiliser le climat, c'était déjà inscrit dans la Convention climat disons de 92. L'accord de Paris, lui, on passe effectivement à ces objectifs chiffrés, ce qui n'était pas le cas dans la première version de la Convention climat. Et ces objectifs chiffrés, finalement, nous emmènent vers une contrainte très forte. Grosso modo, eh bien, disons, si on veut avoir des chances de limiter le réchauffement climatique autour de 1,5 degré, ce qui, du point de vue du climatologue, est complètement justifié. Il y a moins d'effets, disons, moins de conséquences, je dirais, négatives dans tous les domaines à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Chaque demi-degré compte. Eh bien, il faut atteindre neutralité carbone. Ce que nous disent les rapports du GIEC, hein, eh bien, c'est la neutralité carbone compatible avec 1,5 degré, c'est autour de 2050, autour de 2070-2080 pour 2 degrés. Bon, évidemment, disons, si on veut stabiliser autour de 3 degrés, c'est plutôt autour de la fin du siècle. Donc voilà, donc on a donc ce message clair de la communauté scientifique, disons, respecter un réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est neutralité carbone à horizon 2050. Alors là, nous sommes vraiment dans un monde assez, disons, les décideurs politiques actuellement ont quand même un discours assez, disons, qui manque de clarté, je dirais. D'un côté, 130 pays se sont engagés, disons, ont inscrit dans leurs objectifs, soit à travers des objectifs de loi, soit le cas de la France. On a une loi dans laquelle nous affichons neutralité carbone en 2050. Le cas de l'Europe, enfin bon, c'est plutôt un objectif pour l'Europe, mais 130 pays se sont engagés. La Chine s'est engagée en 2060 à atteindre neutralité carbone. Donc, quand on regarde ce volet disons, du débat climatique, on peut s'estimer extrêmement satisfait. On a l'impression que disons, le message de la communauté scientifique est passé enfin, disons, effectivement, a été entendu. La communauté scientifique, c'est bon, si on veut stabiliser l'effet de serre, il faut 1,5 degré, c'est une neutralité carbone. C'est d'autant plus intéressant que, du point de vue simplement, disons, plus de ce regard entre science et décision politique, dans l'accord de Paris, effectivement, on ne parlait pas de 2050 comme pour 1,5 degré, hein, donc comme, disons, je dirais, objectif, date d'objectif de neutralité carbone, c'est à partir du rapport d'1,5 degré paru en 2018, et en particulier, là, je voudrais saluer le rôle très important de ma collègue Valérie Masson-Delmotte. C'est vraiment en 2018 que la communauté scientifique dit en gros 1,5 degré, c'est plutôt neutralité carbone en 2050. C'est compatible, ce n'est pas suffisant, hein. Mais 3 ans après, il y a quand même, disons, plus de la moitié de la planète, et ça représente, si on inclut la Chine en 2060, largement
les 2 tiers des émissions qui se sont, disons, engagés moralement, ou en tout cas, disons, sur cette neutralité à carbone en 2050. Alors, on pourrait être satisfait. De l'autre côté, eh bien, on n'en prend pas le chemin. Hein. Disons que si on regarde maintenant ce que l'on doit faire sur 2020, alors sur les 10 années de l'accord de Paris, c'est-à-dire jusqu'en 2030, eh bien, on est loin du compte. On est loin du compte en ce sens que les engagements de l'accord de Paris, tels qu'ils ont été pris dans l'accord de Paris, eh bien, il faudra les multiplier par 5 pour avoir des chances, en termes de réduction d'émissions, pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5. Il y a effectivement il y a l'espoir avec le retour de Joe Biden, qui a effectivement entraîné dans son sillage une certaine redynamisation de l'accord de Paris. Eh bien, on peut espérer à la prochaine conférence climat à Glasgow, et on commence à en parler, bien sûr, il y a une conférence qui commence aujourd'hui même, eh bien, on peut espérer, disons, un rehaussement de l'ambition de l'accord de Paris, mais il est fort à craindre que ce rehaussement, cette ambition renouvelée de l'accord de Paris ne soit pas suffisante par rapport à l'objectif 1,5 degré. C'est là où nous en sommes. Alors, d'un côté, on a quand même un changement vraiment, alors au niveau mondial, on a un changement, je crois, vraiment de paradigme, en ce sens que, vous avez probablement noté, c'est quand même c'est quand même un événement que l'Agence internationale à l'énergie, qui a été depuis sa création, disons, je dirais presque au service du secteur fossile. Euh, Disons que l'Agence à l'énergie nous dit, et je crois que c'est la semaine dernière, hein, ce rapport dit clairement que, en gros, invite les producteurs de combustibles fossiles à arrêter, disons, de lancer de nouvelles extractions de gaz ou de pétrole ou de charbon, si c'était possible. Je rappelle que pour une autre façon de voir les 1,5 degré, c'est de dire que pour respecter 1,5 degré, il faut laisser 90% des combustibles fossiles facilement accessibles, hein, disons déjà là, hein, sans nouvelles recherches, là où ils sont. Donc on comprend bien la stupidité, si on prend cet objectif au sérieux, on comprend bien la stupidité de continuer à rechercher du gaz et du pétrole. En tout cas, c'est complètement, disons, orthogonal à cet espoir de neutralité carbone que de continuer à aller chercher du gaz, du pétrole, surtout que ce sont dans des régions, soit l'océan très profond, soit par exemple, soit les régions polaires, où du point de vue environnemental, c'est plutôt à risque. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que l'Agence internationale à l'énergie a vraiment disons, mis le point sur les i au secteur, et voilà, ça discute. Hein. J'entendais encore ce matin, je crois, je vais écouter France Inter, cette discussion de Total, d'Exxon, et disons, voilà. Mais on en est plus au niveau, disons, au niveau de projet, d'objectifs que de réalité. La réalité, on est loin du compte. On est loin du compte donc au niveau international, on est loin du compte au niveau européen en termes d'engagement. Euh, alors, en termes d'engagement, non, puisque l'Europe s'est engagée sur moins 55% à horizon 2030, ce qui est ambitieux. C'est en termes de réalité, je ne pense pas que le plan de relance européen nous mette sur une trajectoire compatible avec les moins 55%. Et c'est un peu le même problème au niveau français. Je dirais que, disons, autant j'adhère complètement à l'objectif affiché dans la loi, maintenant que, disons, climat, enfin, la loi sur la résilience, la nouvelle version de la loi climat, autant je suis, je dirais, oui, un peu déçu, et malheureusement, j'ai la crainte que cette loi ne corresponde pas, disons, ne nous permette pas d'atteindre les objectifs. Comme vous le savez, ces objectifs à horizon 2030, c'était la lettre de mission des 150, disons, donnée aux 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, pour, disons, que doit-on faire, que peut-on faire pour que la France respecte ses objectifs à horizon 2030 dans un esprit de justice sociale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les suggestions, les propositions des citoyens n'ont été que très, très partiellement écoutées, ne sont que très partiellement, puisque la loi n'est pas encore votée, ne sont
que très, très partiellement, de façon généralement très biaisée, disons, inscrite dans ce projet de loi. Moi-même, j'ai participé à cette Convention citoyenne pour le climat, donc au titre du comité de gouvernance, et je vous assure que c'est une vraie réflexion qu'ont eue les citoyens et que, grosso modo, si on veut que la France se mette sur une trajectoire compatible avec les objectifs qu'elle affiche dans sa loi, hein, il ne s'agit pas d'être révolutionnaire, eh bien, en gros, il aurait fallu que l'ensemble des mesures des citoyens soient mises en œuvre. Voilà un petit peu, ça brosse le tableau. Disons, on a vraiment, c'est vraiment un tournant, cette neutralité carbone affichée par les pays, mais nous sommes toujours dans ce monde où les décideurs politiques affichent des objectifs et clairement, que ce soit au niveau mondial, au niveau européen, et nous avons essayé avec Pierre Laroutourou disons, de dynamiser ce projet européen à travers le pacte finance-climat. Au niveau français, eh bien, vraiment, disons, les mesures mises en place, les plans de relance ne sont absolument pas compatibles avec les objectifs affichés. Et c'est ça notre problème. Et disons, la crainte, c'est que, bon, évidemment, pour ma génération, on pourra s'adapter au réchauffement climatique au cours disons, des décennies qu'il me reste à vivre, je pense, peut-être, j'espère, moi une, mais voilà. Mais bon, on ne prépare pas quand même actuellement, disons, des jours faciles pour l'après 2050 et la fin de ce siècle. Donc pour les jeunes d'aujourd'hui, même si on réussissait à limiter à 3 degrés de plus, c'est quand même quelque chose, à plus 3, plus 4 degrés, on n'ira probablement pas, j'espère, vers les plus 5, plus 6, ce serait quand même extrêmement difficile pour, disons, il y a des régions vraiment très vulnérables d'ores et déjà. L'élévation du niveau de la mer se poursuivra de toute façon. Et donc, disons, c'est quand même de notre rôle, disons, de tous ici, de nos générations, de redire je le redis, que, disons, il y a une ambition dans les textes actuellement, mais il n'y a pas de réelle ambition dans la réalité de notre vie de tous les jours. Oui, j'entends pas. Donc moi, pour moi, je vous invite à... Laurent, Laurent, j'avais plutôt de parler. Si vous avez des questions, je veux bien échanger avec vous sur tout cela Oui, aussi. pardon, Bon, j'ai parlé sans qu'on sache. Ben, merci beaucoup pour ce tableau qui est tout à fait clair et très utile. On va entamer la discussion maintenant, si vous voulez. oui, oui. Et donc, je vois qu'il y a une main. Mathieu, c'est ça? oui. Oui, Allez-y. en fait, c'est vraiment pour bien faire comprendre à tout le monde que la neutralité carbone, qui semble être une gageure un peu aujourd'hui, elle n'empêchera pas la montée des températures. Donc ça, il faut vraiment que tout le monde le comprenne, tout le monde le comprenne. Et j'aimerais que Jean nous explique à quoi ça correspond 1 degré d'ici 2050 en France d'augmentation de la température. Bah, oui, donc oui, en 2050, c'est quoi les conséquences? Si on regarde un pays comme la France à horizon 2050, enfin, disons dans une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ça c'est intéressant parce qu'il y a eu effectivement un rapport enfin, de collègues de Météo France et d'autres collègues de notre communauté, donc qu'on appelle le rapport Drias, qui est sorti il y a quelques semaines sur, disons, effectivement, ce n'est pas, on part vraiment des résultats, enfin, disons, c'est tout à fait en phase avec ce que je vous ai dit au niveau mondial en termes d'évolution du climat, mais c'est décliné de façon, disons, plus précise sur la France. Et alors, qu'est-ce qu'on voit si on voit la France à horizon 2050, disons, avec grosso modo, disons, des réchauffements de l'ordre du degré, hein, par rapport à aujourd'hui, hein, donc ça dépend de la référence, mais largement. C'est un réchauffement d'abord plus important en été qu'en hiver, donc, et un réchauffement un peu plus important. Il y a un gradient, disons, sud-est, nord-ouest, un peu plus important sur le sud-est que sur le nord-ouest. Donc, donc, il y a à la fois une variabilité géographique, une variabilité saisonnière. Donc ça, c'est quelque chose probablement auquel on peut faire face, hein, en tout cas, mais il y a quand même des conséquences, par exemple, sur
disons, la profession viticole est extrêmement sensible à disons, un degré de plus pour, disons, plus dans l'été, disons, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose d'important pour, disons, pour nos vignobles. Mais peut-être plus important à l'échelle française, c'est le changement des précipitations. Alors, au niveau des précipitations, donc, comme la température de l'océan augmente, l'évaporation augmente, donc on a plus de précipitations en moyenne annuelle. Alors, en tout cas, alors en France, c'est un peu donc, en fait, ça, c'est vrai pour le nord de l'Europe, disons pour le nord de la France, à partir de la moitié nord de la France, il y aura plus de précipitations, mais disons là aussi, plus de précipitations l'hiver et moins l'été. Hein. Disons qu'il y a une variabilité saisonnière. Et ce qui est important, c'est que il faut tenir compte aussi de l'évaporation, de l'évapotranspiration. C'est-à-dire que même dans des régions comme quand on prend le bassin Seine-Normandie, par exemple, dans le nord de la France, eh bien, quand on fait des modélisations, quand on regarde l'évolution à la fois des précipitations, mais aussi en tenant compte de l'évaporation, de l'évapotranspiration, eh bien, le débit des fleuves et des rivières risque de diminuer de 10, 20, 30, 40%. Donc, même dans des régions où les précipitations augmenteront en moyenne annuelle, eh bien, il y aura, en tout cas en surface, moins d'eau disponible. Et évidemment, dans le sud de la France, là, c'est la double peine, puisque, disons, la dynamique atmosphérique est telle qu'il y aura moins de précipitations sur le pourtour méditerranéen, et là aussi, l'évaporation augmente, et on voit des débits des fleuves, par exemple de la Garonne, ça pourrait être divisé par 2. Voilà, donc il y a quand même à échéance de quelques décennies, hein, de 30, 40, 50 ans, hein, c'est le projet Explore, mais il y a des conséquences très importantes au niveau des précipitations, il y a des conséquences importantes au niveau de tout ce qui concerne nos montagnes. En plus, le réchauffement est plus accentué dans les zones montagneuses, des conséquences sur les glaciers, y compris sur le tourisme d'été avec ces parois rocheuses qui sont largement maintenues par le gel et qui s'effritent, et des conséquences sur l'élévation du niveau de la mer. Bien sûr, qui va se poursuivre. Elle est partie, elle ne s'arrêtera pas, même si on stabilise le climat. Elle sera moins rapide si on réussit à stabiliser le climat que si on n'y arrive pas. Voilà, donc il y a des conséquences sur un pays comme le nôtre. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire vraiment le réchauffement climatique ne me concerne pas. Donc, ce n'est pas une catastrophe en France, il y a aussi des capacités d'adaptation, bien sûr, aussi bien dans le monde agricole. Je suis allé ouvrir, disons, c'était vendredi dernier avec Julien de Normandie, disons, disons, cette réflexion dans la poursuite des assises de l'eau, cette réflexion autour de eau et agriculture, hein, c'est pas simple. Voilà, donc il y a une capacité d'adaptation, mais d'abord, il y a des pays beaucoup plus vulnérables que les nôtres, et puis le problème, ce n'est pas que 2050, c'est pour l'après. Même si on a, je pense, une capacité d'adaptation, à partir d'un moment, cette capacité d'adaptation, plus on s'éloigne des 1,5 degré, 2 degrés, plus cette capacité d'adaptation devient difficile à mettre en œuvre, devient coûteuse, voilà, y compris dans certains cas coûteuse en vie humaine, en déplacement, en migration. Voilà, donc on a vraiment toutes les raisons disons, de faire attention au réchauffement climatique. Notre pays est affecté, Mathieu, bien sûr, même s'il l'est moins que certains autres, c'est clair. Patrick? Oui, je crois que Laurent essaye de parler, mais il n'avait pas mis non plus son micro. Oh. J'oublie à chaque fois. Je vais lui donner la parole, ça tombe bien. Merci Laurent. Merci Monsieur Jouzel pour cet exposé passionnant et parfois un peu désespérant quand même. Vous avez commencé par un point sur les scientifiques et au fond sur le fait que l'avenir tel qu'il pouvait se dessiner à la fin des années 60 ou dans les années 70 avait donné raison à la communauté scientifique, du moins dans la mesure où on pouvait avoir un peu de recul déjà par rapport aux prévisions qui avaient été faites à cette époque-là. Alors, j'ai deux questions rapides. La première, c'est qu'est-ce que vous répondez à ceux qui précisément prennent les scientifiques au mot et disent, mais au fond, les solutions à tout ça ne sont-elles pas dans la science elle-même? Et au fond, faut-il vraiment consentir des efforts qui pourraient s'avérer socialement très coûteux
alors même que on peut faire confiance à la technique et à la science pour nous proposer des solutions de demain à moindre coût, voilà, social, psychologique, économique, etc. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut sortir au fond, de cette sorte d'aveuglement que les scientifiques essayent de concrétiser et en tout cas de combattre, sans remettre en cause un certain nombre de valeurs qui sont celles de nos sociétés, et j'allais dire même celles du capitalisme dans son ensemble, c'est-à-dire un court-termisme presque congénital en fait, au capitalisme, qui rend extrêmement compliqué le fait de se projeter dans un avenir très long, y compris pour des tas de raisons, hein, d'ailleurs aussi des raisons économiques. Le calcul économique conduit souvent au court-termisme. Et au fond, est-ce qu'on peut en appeler uniquement à la raison avec des propos scientifiques? Et au fond, comment est-ce que vous voyez le basculement possible de l'opinion dans son ensemble, indépendamment de la première question, qui est donc au fond la sorte de créance en la science? Donc, oui, alors par rapport à la science, bon, disons, bon, je crois à l'innovation scientifique, je crois à l'innovation, disons que l'innovation peut nous aider à faire face à ce problème. Alors, on peut parler d'innovation technologique, mais aussi d'innovation sociale, hein, c'est très clair, hein. Donc, je ne pense pas que l'innovation disons, l'innovation n'a de sens par rapport à ce qu'on parle, que les innovations sont effectivement évaluées par rapport à leur, je dirais, à leur contribution, ou si possible, leur non-contribution à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, je vais me concentrer sur le climat, même si une des caractéristiques de ce problème climatique, c'est d'irriguer tous les autres problèmes environnementaux, comme la perte de biodiversité. Ce n'est pas pour le négliger, mais c'est tout aussi important. Le problème, c'est que les deux sont largement liés. Donc, je crois à l'innovation, mais à chaque innovation, il faudrait se poser la question, est-ce que ça va dans le bon sens, enfin, vu de notre côté, en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Et par exemple, la question a été posée par le Haut Conseil sur le climat sur la 5G. Et c'est clair que donc, c'est une innovation qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, disons, pose question, je dirais. Je ne donne pas de réponse parce que je ne suis pas spécialiste, mais on voit bien qu'il faut quand même en discuter. Bon, les innovations dans la mobilité n'ont de sens que si, bon, disons, l'aviation se pose beaucoup de questions d'ailleurs, hein, le secteur aérien. On voit bien que les innovations n'ont de sens que, enfin, je le redis, vu du côté de ce dont on discute aujourd'hui, elles peuvent avoir un autre sens dans un autre contexte, ce n'est pas le problème. Mais je crois qu'on comprend que ces innovations n'ont de sens que cela. Donc, il faudra être capable de les évaluer à chaque fois en termes de contribution, aussi possible non-contribution aux émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas des contributions à l'atténuation. Ensuite, je ne pense pas que les atténuations, disons, on peut parler de l'énergie, que ces innovations seront suffisantes par elles-mêmes pour faire face au réchauffement, disons, pour atteindre la neutralité carbone. Il faut aussi de la sobriété. Je donne souvent l'exemple de l'énergie. L'efficacité énergétique, c'est bien. D'ailleurs, dans la loi, ce que beaucoup ignorent est inscrite l'objectif de diviser par 2 notre utilisation d'énergie à l'horizon 2050, tout en gardant une activité économique dynamique, hein, c'est bien l'objectif de la loi. Ça, c'est de l'efficacité énergétique, c'est très bien. C'est, disons, faire les mêmes choses ou même mieux avec moins d'énergie, mais la sobriété, c'est un peu regarder à ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on échappera à une certaine sobriété. Alors, derrière votre question, il y a un autre type d'innovation. Autant je crois à l'innovation en termes voilà, donc il y a qui est une innovation plus géo-ingénierie, hein, c'est-à-dire manipuler le climat. Disons, en gros, on est en train de faire une expérience vraie grandeur sur l'évolution de notre climat à travers les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ne ferions-nous pas une aussi vraie grandeur avec, disons, avec des méthodes dont on espère qu'elles permettraient de limiter le réchauffement climatique? C'est là où il y a quand même des recherches sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie, par exemple. Donc, évidemment, piéger et stocker le gaz carbonique, pour moi, ça semble assez vertueux, mais la géo-ingénierie qui consiste effectivement à lancer disons, le projet qui consiste à lancer mettre des aérosols
disons, jouer les volcanologues, hein, mettre des aérosols dans la basse stratosphère avec l'espoir que ça réduise le réchauffement climatique, ce qui est probablement vrai. Mais il y a deux choses si on se lance dans cette stratégie, c'est qu'il y a probablement des effets secondaires sur les précipitations, sur le cycle de l'ozone, mais même si les effets secondaires étaient maîtrisés, il y a un problème éthique, c'est-à-dire que si on était capable de contrecarrer le réchauffement climatique lié à l'augmentation des gaz à effet de serre par une autre méthode, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est une méthode cumulative, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudrait augmenter la quantité d'aérosols dans l'atmosphère. Et si dans 20 ou 30 ans, eh bien, pour une raison quelconque, hein, politique, géopolitique, ou bien simplement technique, on est obligé d'arrêter, disons, ce calmant du réchauffement climatique, eh bien, le degré qu'on n'a pas pris, le degré qu'on n'a pas pris, qu'on n'aurait pas pris, je dirais, en 30 ans, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui le prendront en 3 ans, 4 ans, et ça sera encore beaucoup plus terrible. Donc, du point de vue éthique, c'est vraiment terrible de faire ça. C'est-à-dire, c'est vraiment d'un égoïsme, si vous voulez, c'est comme ce qu'on est en train de faire actuellement par rapport aux jeunes générations. Non seulement on leur demande, en gros, on leur demande de, disons, on leur dit, on les emmène vers un monde auquel ils ont du mal à s'adapter. Euh, on- disons, et on leur demande, hein, en gros, de piéger, disons, d'être en mesure, dans 20, 10, 20, 30 ans, de pomper de l'atmosphère le CO2 que nous, on y met sans compter actuellement. Vous voyez quand même, il faut comprendre cet égoïsme de notre génération. Hein. On met dans l'atmosphère du CO2 qu'on va demander aux jeunes d'aujourd'hui de retirer de l'atmosphère. Parce que c'est bien ça, 1,5 degré. Il faut pomper, il faudra disons, si on ne fait pas attention d'ici 2030, il faudra repomper 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Il faut en repomper pratiquement, disons, 1000 milliards de gigatonnes d'ici 2100 dans certains cas. Hein, donc, c'est-à-dire 10 par an en moyenne, alors qu'on en met 30 ou 40. Donc, vous voyez la stupidité du monde dans lequel on est par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Non seulement on les emmène dans un monde auquel ils auront des difficultés à s'adapter, mais en plus on leur demande d'enlever le CO2 de l'atmosphère que nous on y met aujourd'hui, collectivement bien sûr. Mais c'est bien ça le monde d'aujourd'hui. Donc c'est ça, donc cette géo-ingénierie, disons, moi je pense qu'il vaudrait mieux réduire les émissions tout de suite, c'est clair. Donc il faut aller de l'avant avec de véritables réductions d'émissions, pas des compensations, parce que ça c'est vraiment une fausse route, parce que, disons, de vraies réductions d'émissions, ça on pourra en reparler. Et puis, donc pour la deuxième question, oui, donc ma conclusion, bien sûr que la science, disons, je suis pour l'innovation scientifique, mais je suis aussi pour la sobriété. On ne peut pas, il faut vraiment, mais je ne suis pas, disons, pour une géo-ingénierie, je ne suis pas contre le piégeage et le stockage du gaz carbonique, au contraire, il sera indispensable. Mais disons, du point de vue éthique, en tout cas, de façon quasi certaine, je ne pense pas qu'il faille se lancer dans des expériences de grandeur, disons, de manipulation du climat, je dirais. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Donc oui, ensuite pour le système capitaliste, évidemment que disons, par essence même, je dirais que les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui sont un peu l'épine dorsale du capitalisme, par essence même, elles sont orthogonales, enfin disons, elles sont complètement contre, elles s'affichent contre, disons, elles vont dans un sens complètement opposé par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors j'avais discuté avec Pascal Lamy à l'époque, quand il sortait juste de la présidence de l'OMC. Il m'avait dit oui, mais on le fait, disons, on pourrait tenir, l'OMC pourrait prendre en compte l'environnement. En fait, on le fait. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, si l'OMC prenait vraiment en compte l'environnement au sérieux, sa première proposition, c'est de proposer une taxe carbone. Ça serait sa première proposition. Oui, dans ces cas-là. Donc on pourrait peut-être espérer, disons, je le pense, alors c'est un peu naïf, on pourrait espérer un capitalisme plus raisonnable, un capitalisme qui tienne compte des externalités négatives, par exemple à travers une taxe carbone, mais ça pourrait être aussi autre chose dans le domaine de la biodiversité. En gros, tenir compte de tous ces externalités négatives par rapport à l'environnement, peut-être, mais tant qu'on a disons, un capitalisme qui ne tient pas compte de ces externalités environnementales, on n'arrivera pas. Il n'est pas du tout calibré pour nous emmener vers le futur, c'est très clair. Donc ce serait le minimum. Alors ça ne veut pas dire enfin bon voilà, disons, peut-être pourrions-nous avoir
disons, des règles, oui, enfin, disons dans le domaine qui nous concerne, une taxe carbone qui fait clairement que on s'en va du fossile, point barre. Parce que techniquement, on sait qu'on est quand même capable de s'en sortir. Donc voilà un petit peu, et c'est pour ça que disons que l'OMC, le capitalisme, alors sans parler de l'ultralibéralisme de Donald Trump, mais même un capitalisme à la Joe Biden on voit bien d'ailleurs qu'il le sent. Hein, donc, on voit bien qu'il faut si on ne change pas ces règles, voilà, on ne peut pas continuer, on ne peut pas espérer que les règles de l'OMC ou les règles du capitalisme actuel nous emmènent vers un monde, disons, elles nous emmènent clairement vers un monde à 4 ou 5 degrés, c'est très clair. Bon, ça, il n'y a pas photo. Alors, Laurence Verneuil. Oui, bonjour, merci Bonjour. infiniment. J'aurais deux questions. Vous avez fait le lien, évidemment, entre le réchauffement climatique et les problèmes de biodiversité. On a été confronté à une crise sanitaire majeure. Peut-on penser, en effet, que ce réchauffement climatique va aussi accélérer, augmenter ces problèmes de pandémie dans cette rupture d'homéostasie entre les espèces? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a au monde un pays un peu inspirant en tant que modèle sur la question du réchauffement climatique? Donc sur la pandémie, disons, il n'y a pas de lien entre le réchauffement climatique et la pandémie, mais il y a quand même un facteur, disons, il y a un facteur commun, semble-t-il, alors sauf si on croit au laboratoire P4 que ça a une origine, disons, plus. Disons, moi je suis aussi plutôt comme vous, je pense plutôt que c'est une zoonose. Donc si on part de l'hypothèse que c'est une zoonose, il n'y a pas de relation avec le réchauffement climatique, il y a quand même un facteur commun qui, dans les deux cas, joue contre, disons, c'est la déforestation. La déforestation est négative pour la perte, enfin pour le climat. Elle favorise clairement le rapprochement des espèces, des lieux de vie, des métropoles. Et on peut penser que cette accélération, oui, ce rapprochement entre les espèces animales, disons, dont ce n'est pas l'habitat normal et les métropoles, effectivement, favorisent ces zoonoses. Donc, il y a un facteur commun. La déforestation est dans les deux cas extrêmement négative pour la perte de biodiversité, disons, pour la pandémie et pour le réchauffement climatique. Donc, disons que ça nous interroge, donc, cette déforestation. Voilà. Alors ensuite, la deuxième partie de la question, Laurence, c'était, alors, oui. Éventuellement un pays inspirant. Ah oui, un pays. Ça, j'ai toujours du mal. Moi, j'aime bien les pays du Nord, mais c'est plus facile pour eux. C'est vrai que par exemple, quand on parle de taxe carbone, la Suède a réussi à en mettre une en place sans nuire à son économie. Donc, oui, il y a des pays, mais c'est peut-être plus facile pour eux aussi. Des pays, disons que tous les pays ne sont pas à égalité. Donc, c'est assez difficile. Il faudrait regarder. Il faudrait poser la question par rapport à leur contexte, quels sont les pays qui font le plus d'efforts. On voit qu'il y a un pays d'Amérique centrale, il ne faut pas que je me trompe, c'est Costa Rica, qui est effectivement très, très, disons, très porteur en termes de biodiversité. Ils ont aussi des richesses très fortes en termes de lutte contre le réchauffement climatique. On peut les citer, mais c'est quand même pas trop. Mais disons, moi, je suis un peu émerveillé par tous ces pays qui annoncent neutralité carbone en 2050, y compris la Chine en 2060. S'ils y arrivaient, ça serait formidable. Donc, voilà, disons, je n'engagerais tous les pays qui ont pris je serais heureux si tous les pays qui ont pris ces engagements les tenaient, surtout. C'est ça qui m'intéresse. Bon, moi, j'aime bien l'Europe. Hein. J'aurais tellement aimé, c'est pour ça disons, plus qu'un pays, je suis profondément européen. On aurait aimé, on a proposé ce pacte finance-climat avec Pierre Laroutourou, donc il fait son chemin. Pierre est maintenant, disons, au niveau européen, donc il y aura probablement la création d'une banque européenne pour le climat. Ça se fera, hein, c'est la BEI qui souhaite l'être. Mais voilà, moi j'aimerais que l'Europe aille au-delà, là aussi, des engagements, que les moins 55% deviennent réalité. C'est là qu'on jugera. Parce que je pense réellement, et je le dis souvent, que
disons, le pays ou le bloc, disons, entre l'Europe, la Chine, les États-Unis, peut-être l'Inde à échéance de 10-20 ans, qui prendront disons, le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera aussi le leadership économique, c'est très clair. Ça, j'en suis convaincu. Mais pas à 5 ans, c'est ça le problème, c'est ça la difficulté. C'est plutôt à 10, 15, 20 ans, bien sûr. Très bien. Je vois Patrick Martin lever la main. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me posais la question sur l'indicateur en termes de réchauffement climatique. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas aussi du dérèglement climatique, des variations beaucoup plus imprévisibles, hein, des cycles de pluie, les cycles de chaleur, etc., qui peuvent être aussi d'autres types d'indicateurs, hein, écologiques, hein? J'ai même entendu parler du renversement du Gulf Stream. Est-ce qu'il n'y a pas différentes hypothèses en fait à envisager, compte tenu d'un certain nombre de paramètres? Vous avez raison, oui, j'aurais pu poursuivre disons, la photo donnée par ce rapport sur la France en disant que les événements extrêmes en France, par exemple les vagues de chaleur, seront de plus en plus nombreuses, les sécheresses. Et en fait, notre perception du réchauffement climatique n'est absolument pas liée à la température moyenne annuelle. On augmente de 2 centièmes de degré chaque année en moyenne. Mais donc, ce n'est pas ça on s'y adapte, ça, à la température moyenne. C'est bien sûr notre perception, ce sont les événements extrêmes. Ce sont des événements extrêmes en termes, et quand on parle d'événements extrêmes, eh bien, ce sont des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur. Par exemple, pour les inondations, eh bien, en France, une fois que je vous ai dit que le sud de la France, disons la toile de fond, c'est moins de précipitations, plus d'évaporation, mais ça n'empêchera pas des événements type méditerranéen d'être peut-être plus intenses. Enfin, mes collègues discutent beaucoup de cela. Il y a beaucoup de. Est-ce que les événements méditerranéens, c'est-à-dire que ces émissions, ces inondations à l'automne liées à des pluies catastrophiques, ne risquent pas puisque c'est lié au réchauffement de la Méditerranée, risquent peut-être de devenir plus intenses, et c'est un véritable problème pour ces régions. Les vagues de chaleur, le problème des vagues de chaleur, c'est ce qui est au cœur de notre, y compris en France, disons, les températures, les records de température ont tendance à augmenter 2 à 3 fois plus rapidement que les températures moyennes. Je vous assure que quand j'ai commencé, il y a moins 40 ans maintenant, à faire les premières conférences à la fin des années 80 sur le réchauffement climatique, on n'osait pas parler en France de température qui excéderait 45 degrés. Même 40 degrés, c'était dur d'en parler. Je vous assure, on se disait ridicule. Or, les 46 degrés étaient atteints, je crois, en l'été 2019, hein, dans le sud de la France. Vous voyez, donc, parce que ces températures extrêmes, ces vagues de chaleur, eh bien, deviennent plus fréquentes, plus intenses, et c'est un vrai problème, en particulier pour les métropoles, avec, vous le savez bien, tous ces problèmes d'îlots de chaleur. Les sécheresses, eh bien, quand on regarde en France, les sécheresses estivales deviendront de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. Voilà, donc ce sont ces conséquences-là alors non seulement qui nous alertent nous-mêmes, chacun d'entre nous, mais qui sont quand même les plus dommageables en termes de, si vous allez vers les assureurs, ce qui m'arrive de faire, hein, bien sûr, je vais encore ouvrir le colloque du CCR là, dans quelques jours. Donc, les assureurs, leur problème, ce n'est pas la température moyenne ni les précipitations moyennes, ce sont sécheresses, inondations, bien sûr, vagues de chaleur avec des risques pour la santé de plus en plus importants dans certains cas, et puis dans d'autres régions, les cyclones, pas en France métropolitaine, mais dans d'autres régions. Donc vous avez tout à fait raison là-dessus, ce sont bien sûr ces événements. Alors quant au retournement du Gulf Stream, donc moi c'est quelque chose qui m'est assez cher, puisque disons que cette idée d'un arrêt, disons d'une modification du Gulf Stream est née largement à partir des résultats obtenus sur les glaces polaires, qui sont la mise en évidence de variations climatiques rapides. Disons, ça a été, donc moi je participais à ces travaux au Groenland en 92, on a mis en évidence des variations climatiques très rapides, de quelques degrés en quelques décennies, jusqu'à plus de 15 degrés en quelques décennies, avec des conséquences sur toute l'Europe de l'Ouest. Et on a attribué ça, disons, à des changements de circulation océanique, de circulation atmosphérique, en particulier à l'arrivée d'eau douce à la surface de l'océan, qui ralentit le Gulf Stream, puisque ce Gulf Stream, pour fonctionner, ça doit être des eaux denses et salées qui arrivent dans le Grand Nord.
Alors, pour le futur, les modélisations, disons, là, il y a un petit ralentissement actuellement de la circulation qu'on appelle thermohaline observée. Donc, il y a des questions qui se posent, mais globalement, les modèles, disons cette modification du Gulf Stream ne serait pas pour le prochain siècle, mais plutôt à échéance de quelques siècles, voire. Et ensuite, même, disons, une modification du Gulf Stream, ce n'est pas du tout un retour à l'ère glaciaire. Dans nos régions, admettons que nous soyons, disons que nos arrière-petits-enfants en 2300, disons, soient plus 2, plus 3 degrés par rapport à aujourd'hui, s'ils seraient adaptés, pourquoi pas, eh bien, un arrêt du Gulf Stream à ce moment-là les ramènerait à les températures d'aujourd'hui. Mais ça serait quand même dramatique, pas du tout à l'ère glaciaire, comme certains pensent. Donc, dans nos régions, on reviendrait en quelques années, on baisserait de 3-4 degrés. Et donc, voilà. Mais disons, ce n'est quand même pas envisagé pour à l'échéance de la fin du siècle pour le moment. Mais bon, ce sont des modèles, mais vous verrez le prochain rapport du GIEC, on rediscute de nouveau. Donc, ça va être très important. Donc, il y a une échéance qui est fin août, maintenant, fin juillet, disons, dans 2 mois, nous aurons le 6e rapport du GIEC avec beaucoup de nouvelles choses. Donc, on verra ce que ça ressort, mais aussi bien sur tous les aspects dont on discute aujourd'hui. Et le groupe scientifique, donc le prochain rapport du GIEC disons, il y a 3 groupes de travail. Le groupe scientifique, l'adoption va être, disons, en gros en ligne, d'après ce que j'ai compris, elle va se faire en ligne, ce qui est assez nouveau, disons fin juillet, début août, je crois. Et puis après, malheureusement, on espérait le rapport du groupe 3 sur l'atténuation avant la COP26 de Glasgow, mais c'est reporté également à cause de la pandémie. Et donc, disons, l'ensemble du 6e rapport du GIEC sera publié entre disons, l'été 2021 et puis l'année 2022. Donc, il y aura plein de résultats nouveaux sur tous les aspects dont on discute aujourd'hui. Mais des résultats nouveaux, mais largement dans la continuité, donc, bien sûr. Comme à chaque rapport du GIEC, malheureusement, ce sont des confirmations des rapports précédents. Je vais passer la parole à Laurence parce qu'elle a une autre question. Moi, j'avais 2 questions à poser très rapidement. Les émissions de gaz à effet de serre sont à peu près proportionnelles au taux de croissance, en gros. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui disent c'est tout simple à énoncer, en tout cas. Mettre en œuvre, c'est autre chose. Il suffit de faire baisser la production et on fera baisser les émissions. Est-ce que c'est une piste souhaitable, possible? Là, on a fait une expérience en vraie grandeur. Disons que 2020, disons avec une activité économique extrêmement réduite, enfin réduite pas partout, mais enfin 2020, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire ont été 7% plus faibles qu'en 2019. Bon, un peu plus pour la France, c'est je crois 10 à 12%, les chiffres sont là, je ne les connais pas enfin c'est à peu près ça. Donc en fait, c'est 7% chaque année. C'est ce qu'il faudrait mettre en œuvre à l'échelle planétaire pratiquement chaque année pour être sur une trajectoire compatible avec 1,5 degré. Donc, on voit bien que la seule réduction d'activité n'est pas la clé, au contraire. Donc, puisqu'on ne peut pas, disons, la réduction d'activité, parce qu'il y a toujours l'activité économique, il y a toujours le chauffage qui continue et tout ça. Donc, il ne suffit pas de réduire l'activité, il faut changer. C'est un mode complet, il faut un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés. Ça, c'est très clair. Vous voulez dire qu'on n'est pas obligé de réduire l'activité et qu'on peut trouver d'autres moyens? Moi, je plaide pour, pour moi, ce que souhaitent les gens, c'est une qualité de vie, ce sont des emplois. En termes, alors, j'ai aussi pas mal travaillé sur les indicateurs alternatifs de développement. Oui. En termes de PIB, je pense qu'on peut imaginer un monde qui, en termes de PIB tel qu'il est défini actuellement, arrête d'augmenter, sinon décroisse, mais où, pour moi, il y aurait quand même une croissance en termes de qualité de vie, en termes d'emploi. C'est ça l'objectif. Ce que souhaitent les gens, c'est pas forcément, c'est surtout la qualité de vie. Par exemple, je pense que, ne serait-ce que, disons, la maîtrise du réchauffement climatique, c'est quand même une garantie d'une meilleure qualité de vie à l'échelle planétaire. Ça peut être aussi, je crois que si on le prend de façon
positives, c'est quand même des créations d'emplois à la clé, c'est un dynamisme économique qui peut se mettre en place, qui est un peu différent. Alors après, c'est difficile de dire en termes de PIB, je ne suis pas sûr qu'en termes de PIB classique, le PIB continue toujours d'augmenter. Ça peut être aussi dans ce sens où on peut aussi, je pense, difficile de respecter 1,5 degré sans une certaine sobriété dans la mobilité, dans notre envie de bouger, dans notre peut-être. Bon, voilà, donc il faut un peu réfléchir. Il y a peut-être des choses qu'on fait dans la vie qui ne sont pas complètement utiles, qui sont utiles au PIB, effectivement. Mais est-ce que c'est ça le monde de demain sera, enfin, s'il est 1,5 degré, il sera un peu différent en termes de développement économique, je le pense. Ça ne veut pas dire, mais moi, je crois qu'il peut être tout aussi attractif pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est justement de l'innovation, des créations d'emplois, de l'éducation, c'est important. C'est tout ça, c'est la culture qui compte. Ce n'est pas vous que je dirais ça, Laurent Geoffrin. C'est peut-être un monde de rêve, un monde de bisounours, mais il est difficilement compatible avec un accroissement. Si on garde le PIB actuel, peut-être est-il complètement, disons, un accroissement, disons, très rapide du PIB actuel n'est peut-être pas envisageable dans un monde, je dirais, que je dirais plus apaisé, et peut-être plus intéressant et plus attractif. Mais ça, voilà, donc moi, j'aime pas parler de décroissance, j'aime bien parler de croissance différente, donc y compris en regardant des indicateurs de croissance différents. Je fais un article avec Éloi Laurent là-dessus, par exemple. Donc, voilà, beaucoup de sociologues s'intéressent à ces aspects. En termes de PIB, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais bon, ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir des emplois, des emplois intéressants. Et c'est ça qu'il faut peut-être viser à faire. D'accord. Et ma deuxième question est simple aussi, c'est on a prévu dans notre plateforme de créer un compte carbone individuel. Oui. Relié au fait de pouvoir mesurer, c'est compliqué, mais c'est possible, mesurer l'empreinte carbone des services et des produits que nous consommons. Donc chacun aurait son compte carbone. Est-ce que ça vous paraît une piste intéressante? Comme vous savez, c'est beaucoup discuté. Il y a eu, je ne sais pas si vous suivez peut-être, ou certains d'entre vous, il y a un cycle de conférences organisées par Pierre Calam. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Voilà, il y a eu un cycle de conférences sur ce compte carbone individuel. Moi, disons, il y a eu des propositions même pour un quota carbone, pas oui, simplement on un peut aller compte plus loin avec des quotas. On peut aller plus loin, là. Donc, la proposition de Pierre Calam et, disons, de prieurs de quelques personnes, c'est intéressant de discuter. Les gens font des propositions, donc c'est intéressant de voir. Bon, après, il y a des arguments contre, des arguments pour, mais il faut des instruments, oui, bien sûr. Il faut des instruments pour faire adhérer. Mais moi, j'aimerais comment on fait adhérer les gens. Donc, il faut aussi des exemples, il faut aussi des success stories dans l'industrie. Voilà, dans la création d'emplois. Quand on parle de création d'emplois, moi, je ne suis pas hostile au compte carbone individuel, même si je dois avouer, moi, par exemple, je n'ai peut-être pas pris le temps de faire mon compte carbone moi-même. Donc, voilà, je ne suis pas le premier. Et vous-même, vous en avez un, Laurent? Je vais vous demander alors. Voilà. Moi, non, j'ai regardé ceux qui existaient, mais je n'ai pas pu remplir. Je ne l'ai pas fait non plus, moi, alors. Donc, bon, je fais quand même. J'essaye de faire attention, ce n'est pas le problème, mais c'est vrai que je ne saurais pas dire, je ne dois pas être dans les. Bon, je ne dois pas être complètement vertueux, et puis on voit bien la difficulté d'un facteur, disons, d'arriver à neutralité carbone. Moi, dans notre vie de tous les jours, si on a réfléchi chacun d'entre nous, ce n'est pas si simple, hein, quand même. Alors, donc, je suis plutôt favorable à ça. Hein. Donc, moi, je pense que toutes les initiatives qui mettent en avant, disons, qui mettent une certaine, disons, dans laquelle il y a une certaine synergie avec le message des scientifiques est intéressante. En tout cas, d'en discuter certainement. Laurence vous voulez poser une question. Oui, on est dans une problématique politique de la migration. Et donc, le réchauffement climatique aura un impact sur des mouvements populationnels.
Est-ce que ça a été modélisé? Est-ce qu'on... Oui, disons, il y a beaucoup de travaux. Il y a surtout, il y a surtout quand même chez nous, enfin bon, même s'il est belge, je crois, François Gémen, qui est un grand spécialiste. Je vous invite pour discuter des migrations, c'est vrai que je vous invite à inviter François Gémen. Donc, c'est clair, c'est fait, oui, c'est ça, Laurent. Parce que, bon, je pense que bon, François est vraiment le spécialiste, un des spécialistes très, très en avant. Moi, je suis assez, je lis ce qu'il écrit, hein, donc je veux dire, mais je ne vais pas vous apporter grand-chose. Oui, c'est un véritable problème. Mais voilà, lui, il a quand même des chiffres. Bon, par moment, il faut se méfier des chiffres. Par exemple, ce que je retiens toujours quand on parle de, j'aime bien la prudence du 5e rapport du GIEC. Alors, François Gémen est un grand spécialiste, mais par exemple, dans le GIEC, on a été très prudent parce qu'on dit qu'il peut y avoir ces multifactoriels, ce qui est évident, la migration. Donc, il faut faire attention. Pour le moment, on n'a pas de preuves, disons, on n'a pas de chiffres faciles à donner. Donc, autant les Nations Unies sont très, disons, donnent des chiffres, autant ou des chiffres à horizon 2050 de centaines de millions, et autant le GIEC reste prudent. Alors, je verrai dans le 6e rapport du GIEC, mais ça paraîtra plutôt l'an prochain, si c'est abordé. Enfin, ça sera abordé certainement, mais je pense qu'il y aura des progrès. Mais c'est vrai que j'aime bien être assez prudent sur, voilà, par rapport à, mais pas ce que dit François, hein, qui est un vrai spécialiste, mais moi-même, j'en suis resté au rapport du GIEC. Il faut quand même une certaine, actuellement en tout cas, c'est très difficile disons ça, c'est très difficile de parler de réfugiés climatiques, alors que ce sont des réfugiés économiques, des réfugiés politiques, enfin bon, disons au sens large du terme. Le pays est difficile. Bon, il y a eu beaucoup de discussions. Les discussions qu'il y a eu jusque-là, c'était disons, sur la Syrie, par exemple, le fait qu'il y a eu une succession de sécheresses dans les années 2000, disons, en Syrie, et que ça a favorisé. Alors là, on parle de migration interne, hein, disons, il y a à peu près 2 millions de paysans ou du monde agricole qui sont allés vers les villes en Syrie, et que si on saurait, disons, faciliter, ça c'est pas démontré encore, bien sûr, faciliter l'avènement du régime syrien actuel. Donc, même disons, les migrations ne sont pas simplement les migrations. C'est très important de tenir compte des migrations internes dans les pays, pas simplement des migrations depuis l'Afrique vers chez nous, ce qui nous intéresse peut-être plus et qui nous concerne peut-être plus. Mais ce qui est très important, c'est par exemple l'élévation du niveau de la mer, ce sont aussi des migrations internes. Les gens peuvent rester dans le pays. Prenez le cas du Bangladesh. Le problème du Bangladesh, c'est qu'il y a il y a un mur, en tout cas des grillages pour aller en Inde. Disons, les Indiens ne veulent pas des Bengalis chez eux. Donc voilà, il y a des régions, il y a des réelles difficultés, alors que ce sont des pays déjà affectés dans les régions côtières, vers Dhaka et d'autres, par l'élévation du niveau de la mer dans ce cas-là. Donc là, ça existe bien. Mais il faut, voilà, donc c'est un véritable problème, tous les gens qui sont affectés par ces migrations. Et les trois, quand on regarde les raisons de migration, ce sont donc l'élévation du niveau de la mer qui sont liées, hein, donc dans des régions côtières, bien sûr, mais ça, c'est bien documenté. Ensuite, tous les problèmes liés disons, à la sécurité alimentaire, hein, disons les sécheresses, et on craint beaucoup dans ce cas-là pour des régions où les populations augmentent assez rapidement, disons les régions subsahéliennes actuellement. Donc là, il risque d'y avoir moins de précipitations, mais aussi toujours avec des précipitations intenses de temps en temps, mais dont la sécurité alimentaire risque d'être mise en cause, et puis des événements extrêmes. Souvent, les événements extrêmes, les gens partent et ils ont tendance à revenir. On peut regarder, c'était au Mozambique, vous savez, il y a eu cette terrible inondation il y a maintenant 2 ans, en 2019, je pense. Donc là, les gens, disons que les événements extrêmes, souvent les gens ont aussi envie de revenir là où disons, où vous étaient installés. Donc c'est un vrai problème, mais moi je vous aime. Alors, Laurent, vous avez vu François Gémen, alors donc il est quand même. Ben, il est invité en tout cas, il y a une date. Ah, il est invité, ben, c'est très bien. Oui, non, vous ne l'avez pas eu. Alors d'accord. Merci. Donc, écoutez François, c'est très bien. Benoît voulait poser une question. On arrive au bout là, parce qu'il est quand même. Moi, c'est. Oui, pardon, c'était juste pour rebondir sur ta question, Laurent, en fait. Moi, je trouve ça toujours un peu effarant de voir qu'on ne progresse pas sur les indicateurs, alors qu'ils semblent très
clé, en fait, dans notamment sur la question de la croissance et de la décroissance. Et pour dépasser le débat, j'avais lu un texte assez passionnant, comme souvent d'ailleurs, de Jean Covici, qui montrait que, par exemple, le taux de croissance en Europe était déjà, en réalité, si on retirait le gonflement des actifs, était déjà en baisse depuis 15 ans. Donc, ce qui d'ailleurs rebat complètement les cartes de la manière dont on regarde ce qu'est la croissance. Parce que si on la prend au sens productif, strictement du terme, on est déjà en décroissance en Europe depuis longtemps. Et c'est peut-être effectivement moins le cas, par exemple, en Chine. Et donc, je pourrais vous poser la question de savoir d'abord si vous êtes d'accord avec ça. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour qu'enfin, en réalité, on dépasse ce débat et qu'on ait des indicateurs réellement intéressants sur lesquels on puisse justement, là pour le coup, porter cette vision, consiste à dire, il y a des choses qu'on veut continuer de voir croître, par exemple la santé, ou des choses qu'on veut la préserver. culture, l'éducation, oui. Exactement, et d'autres pour lesquelles, en réalité, voilà. Et on n'a même pas, on dit qu'il faut dépasser le PIB, mais en fait, en réalité, ça fait 20 ans qu'on le dit, et on n'y arrive pas, et même quand on parle de croissance, on ne se met pas d'accord sur ce que c'est. Et donc voilà. Et puis ma deuxième question, elle est pratique. J'ai cherché l'article que vous auriez écrit avec Laurent Eloi, que j'aime beaucoup, parce que c'était un de mes professeurs quand j'étais doyen à Sciences Po, et je ne le retrouve pas. Je vais vous l'envoyer. Merci. Je vais l'envoyer à Mathieu, l'article. C'est justement là, le titre de l'article, c'est il faut compter. Enfin, qu'est-ce qu'il faut compter? Justement, what counts. Je vous l'envoie l'article tout de suite. Merci. Voilà, avec Eloi, je dois avoir. Voilà, donc. Oui, c'est une question. Quand même, bon, vous savez très bien disons les reproches qu'on fait au PIB. Plus il y a d'accidents, plus le PIB augmente. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? C'est vrai qu'on a envie d'indicateurs où la culture, l'éducation. Moi, je m'intéresse actuellement beaucoup à l'éducation. Disons la qualité de vie, l'absence de pollution, parce que c'est quand même disons, voilà, devrait prendre une place qu'elle n'a pas. Donc, ces indicateurs, Éloi Laurent, moi, je vous invite effectivement à lire cet article. Je vais vous l'envoyer, je vais l'envoyer à Mathieu, là, j'ai l'adresse, je vais le faire tout de suite. Et je pense justement, il y a des propositions qui vont dans ce sens-là. Là, Éloi, on vient disons, je suis aussi co-auteur d'un article dans un livre qu'Éloi vient de sortir. En fait, chez un éditeur anglais, Palgrave. Donc, je vous donnerai la référence. Moi, j'ai écrit un article sur un point qui m'intéresse beaucoup, c'est la justice climatique, le fait que, disons, la première conséquence c'est peut-être par ça qu'on aurait dû commencer, la première conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités, y compris dans les mesures. On rappelle souvent que, disons, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée en 2018 aurait affecté de façon relative 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus. Donc tout cela, c'est des choses. Donc on doit réfléchir. J'aimerais qu'on essaye de réfléchir. On l'a fait avec Éloi sur ces indicateurs. Et je pense que, oui, je vous invite à lire l'article. Je vous l'envoie avec plaisir. Voilà. Mais c'est le bon spécialiste. Il a aussi invité Éloi Laurent. C'est quelqu'un de formidable, franchement. Et présenter ce livre qu'il vient de sortir. Donc, c'est pas grave. Donc, je viens de le recevoir cette semaine. Enfin, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui justement réfléchit à la question que vous posez là actuellement. Très bien. Merci. Je ne vois plus de questions, donc voilà. Merci Laurent, je vais faire ça. Merci à vous tous et à vous toutes alors. Eh bien, on est ravis de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean, c'était passionnant. Merci. Bonne journée à vous tous et à Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.